Le 787, c'est l'avion nouvelle génération de Boeing. Il est plus léger, plus rapide, plus maniable que tous ses prédécesseurs. Son moteur est révolutionnaire. Il est puissant, silencieux et très peu gourmand en kérosène. Son cockpit a été entièrement repensé. Il a intégré les meilleures technologies militaires. Ses ailes ont un design unique au monde. À bord, le Wi-Fi fonctionne comme chez vous. Une technologie mise au point grâce à des relais satellites. Autre innovation, des hublots extra larges. Une stupéfiante invention vous permet de faire varier la lumière. La majorité de cet appareil est fabriquée en carbone. C'est une première. Boeing fait appel aux meilleurs prestataires à travers le monde. En France en particulier. Des milliers de pièces qui sont assemblées, écoutez bien, en 3 semaines. Et c'est à l'occasion d'un moment unique, l'arrivée du premier 787 dans une compagnie aérienne, que nous allons explorer cet avion d'exception. Les mécaniciens nous raconteront les coulisses des opérations de maintenance. Avec ces pilotes, nous apprendrons à connaître les spécificités du 787. Les équipages de bord nous dévoileront les techniques de sécurité sur ce nouvel appareil. Vous allez découvrir ce nouveau Boeing comme vous ne l'avez jamais vu. Notre aventure commence à Seattle, la ville de Boeing. Ici, on pense Boeing, on respire Boeing, on rêve Boeing. Le chiffre d'affaires de ce géant aéronautique pèse 100 milliards de dollars par an. C'est à l'aéroport privé d'Everett que les équipes d'Air France ont rendez-vous. Sur le tarmac, elles découvrent le Boeing 787. On l'appelle aussi le Dreamliner. C'est le 500e exemplaire construit par Boeing, mais le premier à entrer dans la flotte hexagonale. C'est une révolution, c'est un progrès dans l'aéronautique, comme on n'en a jamais vu auparavant. Il y a énormément d'innovations, de choses qu'on a fait pour les passagers, pour les compagnies aériennes et pour l'environnement. Cet avion est plus petit que l'Airbus A380 ou le Boeing 777. Mais comme eux, il est capable de rejoindre des destinations extrêmement lointaines. Du coup, ce 787 permet aux compagnies aériennes d'ouvrir des routes qui n'étaient pas encore rentables avec les gros porteurs. Exemple, un Lyon-Singapour ou un Nice-Doha. Grâce à cet appareil, 130 nouvelles routes ont ainsi été ouvertes. Son aérodynamisme, sa légèreté lui assurent une maniabilité stupéfiante. Le 787 est le fruit de plus de 5 années de recherche et développement. Ceci en synergie avec les entreprises les plus pointues. À partir du modèle de base, Boeing a décliné plusieurs versions du 787. Il faut savoir qu'il y a 3 modèles qui sont commercialisés par Boeing, le 787-8, le -9 et le -10. Ce qui diffère l'un de l'autre, en fait, c'est simplement la longueur de fuselage. Il y a à peu près 6 mètres de tronçons qui sont rajoutés par modèle, donc le -9 est 6 mètres plus long que le -8 et le -10 plus long de 6 mètres que le -9. Le plus grand pourra accueillir jusqu'à 330 passagers. Le modèle en dessous, de 6 mètres inférieur, peut lui transporter 290 passagers. Enfin, le plus petit, le 787-8, peut accueillir 242 passagers. Air France a choisi le -9 pour son premier exemplaire.
Ce Dreamliner ne mesure que 63 mètres de long, pour une envergure de 60 mètres. Mais il peut voler jusqu'à 15 750 km sans escale, soit quasiment l'équivalent de 3 fois Paris-New York. C'est dans les immenses usines d'Everett et de Charleston aux États-Unis que sont assemblés les 787. De véritables baleines du ciel livrent chaque jour les éléments d'avion. Ces gros porteurs de taille XXL peuvent transporter toutes les pièces du 787. Fuselage, cockpit, voilure, les éléments prémontés aux 4 coins du globe sont livrés 24 heures sur 24. Il y a jusqu'à 60% de l'avion qui est sous-traité, qui n'a pas été fabriqué ici. Les plus grosses pièces de la structure, comme les ailes, viennent du Japon. Japon, France, Italie, les pièces de ce Lego géant sont centralisées ici. Pour chaque élément, Boeing fait appel aux meilleurs savoir-faire aéronautiques mondiaux. Et c'est ici que grâce à des centaines de milliers de rivets, les différents éléments sont assemblés. Un assemblage qui, écoutez bien, prend moins de 3 semaines pour chaque avion. Chaque mois, il sort 12 787 des usines d'Everett et de Charleston. Les pièces arrivent maintenant de partout dans le monde, hein, d'Asie, d'Australie, et puis elles arrivent prémontées dans les usines d'assemblage chez Boeing, et il n'y a plus qu'à réaliser que l'assemblage final. Ce qui explique que maintenant, un 787 va être assemblé en environ 18 jours chez Boeing, alors que ça prenait plusieurs mois auparavant. Le fuselage central est fabriqué à Nagoya, au Japon. La partie avant, comprenant le cockpit, aux États-Unis, dans le Kansas. Le ventre du 787 vient, lui, du Canada. La plus grosse partie du fuselage sort des usines italiennes. Quant à la partie arrière du 787, c'est aussi l'Italie qui fournit les 2 ailerons horizontaux qu'on appelle la gouverne de profondeur. Quant aux ailes, elles sont fabriquées au Japon et leur extrémité en Corée. Les moteurs sont américains ou anglais. Bref, plus qu'aucun autre, le 787 est un avion mondial. On a beaucoup de très bons partenaires français. Les trains d'atterrissage, le système de câblage viennent tous les deux de France. Il y a aussi la TECOR, Michelin et d'autres. Au total, 9 sociétés ont joué un rôle majeur dans le design et dans la production industrielle pour cet avion. Un exemple parmi beaucoup d'autres, les trains d'atterrissage du 787 utilisent des freins électriques. Une première mondiale, ils ont été conçus dans l'Hexagone. De très nombreux fournisseurs français ont participé à ce programme. À la base, d'ailleurs, la conception de l'avion a été réalisée à l'aide de systèmes informatiques développés par Dassault Systèmes. Il y a également Zodiac, Thales, la TECOR pour les portes, Safran pour les freins, Radial et bien d'autres équipementiers français également. Le Dreamliner que les Français viennent chercher aujourd'hui est donc sorti de ces usines d'assemblage. Mais avant d'être livré, il doit bien sûr être habillé aux couleurs d'Air France. L'acquisition de ce premier avion est un enjeu de taille. La compagnie française a dès à présent signé pour 25 appareils et mis une option pour 25 autres. Mais pour que les équipes d'Air France puissent s'envoler avec ce 787, il manque une étape décisive, le règlement, le cash. Une transaction que nous avons pu exceptionnellement filmer. Au prix catalogue, chaque avion est facturé environ 230 millions de dollars. C'est dans cette pièce qu'Air France donne l'ordre de virement. La représentante de Boeing attend l'instant où la somme va apparaître sur le compte, en direct. Maintenant, on va attendre que Boeing revienne dans la pièce et nous confirme la réception du paiement sur leur compte. Donc
On devrait avoir Suzanne qui devrait revenir d'ici 5 à 10 minutes. C'est un moment qui est toujours un petit peu tendu, où on attend que les deux banques... Ah, je dirais que ça se développe. Ça y est, l'argent est arrivé sur le compte de Boeing. Et comme chez le notaire, acheteurs et vendeurs finalisent la vente. Petit détail, ce contrat est l'équivalent de 1500 Porsche de luxe. À partir de cet instant, l'avion est légalement sous la responsabilité de la compagnie française. La représentante de Boeing peut alors remettre symboliquement les clés du Boeing 787. Bon bah bien joué, un premier avion de livrée. Voilà, on va pouvoir prévenir les équipes. Qui commencent à travailler sur l'avion, préparer le vol. Et puis il n'y a plus qu'à le voir rentrer à Paris. Sur le tarmac, l'inauguration peut avoir lieu. Les plus hauts représentants des deux sociétés sont côte à côte. Et la fierté est palpable. Pretty good. Deux heures plus tard, les équipes françaises sont à bord de ce 787, prêtes à décoller. Hey, Captain, we cleared to disconnect external power. On va y aller. Ce vol va durer 9 heures jusqu'à Paris. On appelle cela un vol de convoyage. Il est strictement réservé aux équipages d'Air France. Pilotes spécialement formés, dirigeants, chefs de projet. C'est la première fois que la compagnie accepte une caméra. Tout se passe bien? Ça va, Vous vous régalez là. Ah oui, un premier vol quand même sur un premier avion, c'est quand même extraordinaire. Il est beau. Ça coûte cher, mais c'est beau. Merci d'avoir fait le chèque. Les moteurs de cet avion sont d'une formidable puissance. Si l'un des deux moteurs tombe en panne en plein vol, l'autre est capable seul de propulser l'avion pendant plus de 5 heures. Même si Boeing est le constructeur, la compagnie française joue un rôle déterminant dans le choix du moteur. Les compagnies aériennes ont le choix entre deux types de motorisation, soit General Electric, soit Rolls-Royce. Air France et KLM ont fait le choix de General Electric pour leurs achats d'avions. Les deux moteurs sont des modèles Genix de chez General Electric. Ces moteurs sont dotés de 18 lames en fibre de carbone. Sur 20 ans, ces Genix devraient permettre de réduire de 77 millions de tonnes l'émission de gaz à effet de serre. Ces moteurs sont plus puissants et pourtant moins lourds que les anciennes générations. L'aluminium a été en partie remplacé par des matériaux dits composites plus résistants. Ce sont des moteurs qui consomment beaucoup moins de carburant du fait des nouvelles technologies et notamment aussi dans le moteur de l'utilisation de nouveaux matériaux, des matériaux composites également. Dans les usines de General Electric, le travail est titanesque. Chaque moteur suppose l'assemblage de milliers de pièces. L'une des caractéristiques de ce moteur, beaucoup moins de systèmes hydrauliques et pneumatiques et beaucoup plus de systèmes électriques. Les matériaux composites le rendent plus léger. 100 kg de moins pour chaque moteur. Et chaque kilo gagné permet d'économiser des centaines de litres de carburant. Ces moteurs subissent de multiples batteries de test. Exemple très impressionnant, des milliers de litres d'eau sont injectés pour simuler un orage ou un atterrissage sur une piste détrempée. Ces moteurs Genix sont plus solides et plus faciles à entretenir. Car contrairement à l'aluminium, les matériaux composites, eux, ne se corrodent pas.
Autre intérêt, ce moteur rejette 15% de CO2 en moins que son prédécesseur. Et puis il y a bien sûr l'aspect environnemental qui est important puisque le moteur produit beaucoup moins de bruit. Vous remarquerez à l'arrière du moteur, vous avez ce qu'on appelle des chevrons en forme un petit peu de dentelle qui vont permettre de réduire l'émission de bruit et donc beaucoup moins de bruit pour les riverains des aéroports. Après le moteur, autre point fort du Dreamliner, son aérodynamisme. Ce qui frappe en découvrant ce nouvel avion, c'est son design extrêmement élégant, en particulier le dessin de ses ailes. Évidemment, la forme des ailes que vous allez trouver extrêmement fluide, extrêmement balancée, avec des courbures qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur des ailes d'avion, c'est pas seulement pour faire joli, c'est aussi que ça améliore grandement les performances aérodynamiques de la voilure. La voilure, dans le métier, ce sont les ailes de l'avion et tous les éléments qui s'y insèrent. Des ailes qui améliorent la glisse dans l'atmosphère. Et ce sont les pilotes qui mesurent le mieux ces progrès. Une particularité, c'est effectivement le design des ailes du 787. Ça ressemble un petit peu à une plume, en fait. La fin de l'aile ressemble à une plume comme un aigle, en fait. Et cette particularité lui donne une portance qui est beaucoup plus importante. Donc c'est presque, enfin, je dirais presque un planeur. Un des éléments révolutionnaires de ces ailes, ce sont leurs extrémités. Ces bouts d'ailes courbés tout au bout de la voilure. On peut voir juste au moment du décollage que le bout des ailes commence à se tordre. Il se lève jusqu'à quasiment 3 mètres au-dessus du niveau des ailes. Et l'avion a été conçu pour ça. Ces nouveaux matériaux donnent aux ailes une étonnante souplesse. Les ingénieurs se sont inspirés en fait de la morphologie des aigles. Dans le Seattle Paris, nous retrouvons une ingénieure clé de ce nouvel avion. Depuis 3 ans, elle a pensé chaque détail de la cabine. J'ai travaillé avec la maintenance, avec le fournisseur, avec un ergonome pour aboutir à ce résultat où on offre un des meilleurs sièges du marché en termes de confort. Parce que c'est une coque fixe, comme vous le voyez. Quand je m'incline, j'empiète pas sur l'espace de la personne qui est installée derrière moi. C'est en priorité la classe premium économie qui a été repensée. Une classe intermédiaire entre l'économique et la classe affaires. Le siège permet une plus grande inclinaison. Il est plus large, 51 cm, et l'espace entre les rangées a été augmenté. On a gagné 7 degrés d'inclinaison. Ensuite, il est beaucoup plus large, de 2,5 cm. Il offre plus d'espace pour les jambes, à peu près 5 cm d'espace pour pouvoir allonger ses jambes. Il aura fallu des milliers d'heures de travail pour concevoir cette toute nouvelle cabine. Cela fait 4 heures maintenant que nous avons quitté Seattle. À l'occasion de ce vol de convoyage, un des membres de l'équipage nous dévoile les coulisses d'un lieu inaccessible aux voyageurs. Une sorte de chambre à coucher. Là, on est dans un endroit qui est réservé à l'équipage. Pendant le vol, on va pouvoir aller se reposer quelques temps, en fonction du temps de vol. Le temps de repos est ajusté en fonction du temps de vol. Il y a 6 couchettes dans le 787, dont une qui est plus réservée à l'usage du chef de cabine principal. Dans ce Boeing, il existe 2 espaces de repos réservés aux équipages. L'un dans la partie avant de l'avion, au-dessus de la porte. Le second tout à fait à l'arrière, toujours dans la partie supérieure du fuselage. On est au-dessus des passagers. Et dans l'autre partie, on est au-dessus du galet arrière. Le post-repos équipage, il y en a un situé à l'arrière de l'avion pour l'équipage commercial et un situé à l'avant de l'avion pour l'équipage technique. Sur les trajets les plus longs, les équipages peuvent y passer jusqu'à 3 heures. Alors que les personnels de la compagnie prennent un peu de repos,
le commandant de bord nous propose de détailler les innovations du cockpit. Dans ce cockpit, la grande nouveauté a un nom, le HUD, c'est-à-dire Head-Up Display. Traduction, dispositif tête haute. Une technologie tout droit venue des avions de chasse. Un écran transparent et interactif. Le HUD, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis un certain nombre d'années et qui permet d'avoir en vision tête haute je dirais, la grande majorité des informations dont on a besoin pour piloter, c'est-à-dire en particulier l'attitude de l'appareil, également la trajectoire, l'altitude, la vitesse et le cap. C'est quelque chose qui est vraiment agréable parce que ça nous permet de rester visuellement à l'extérieur tout en ayant nos informations de pilotage. Le HUD n'est pas la seule innovation de ce cockpit. Tous les écrans, systèmes de communication, de surveillance ont été repensés. L'électronique permet d'identifier en temps réel la position de l'avion. Avant, c'était les grandes cartes papier, le monde était découpé en un certain nombre de secteurs. Et puis on découpait nos cartes et puis également on faisait du suivi, c'est-à-dire qu'on traçait nos routes sur nos cartes papier et puis on faisait du suivi route. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus simple avec l'électronique. Donc ici, par exemple, on a la cartographie de la route. Donc la route suivie, on voit qu'on va survoler le Groenland. Et puis ensuite, on peut la faire défiler. Tout ça, c'est la route qu'on va suivre. Voilà, jusqu'à notre arrivée à Paris. L'époque des instruments de bord mécaniques, altimètres, compas, est désormais derrière nous. Autre enjeu, financier et écologique, l'économie en carburant. Jamais un long courrier n'a été aussi économe en kérosène. Ici, on a notre consommation moyenne qu'on voit ici, ce qu'on appelle les fuel flow. C'est donc l'indicateur de consommation. On voit qu'on consomme 2,2 tonnes par moteur à l'heure, ce qui fait un total de 4,4 tonnes à l'heure. Pour vous donner une indication, un 777 consomme environ 7 tonnes à l'heure. Cette économie de carburant est considérable. Cette moindre consommation s'explique, entre autres, par le poids de l'avion. Le Dreamliner est bien plus léger que ses prédécesseurs. Et ceci, grâce à l'importance des matériaux composites. Le principal est le carbone. Il est utilisé en particulier pour tout le fuselage de l'appareil. C'est la grande nouveauté des avions de nouvelle génération. C'est l'incorporation très importante de matériaux tels que le carbone. Sur cet appareil, plus de 50% de carbone. Il y a 20% d'aluminium et 15% de titane. Et c'est cet ensemble qui conduit à diminuer considérablement la masse de l'appareil et donc à réduire la consommation de carburant. Exemple, les réacteurs. Le cylindre central est en carbone. C'est aussi le cas des ailes et des ailerons, ainsi que de la structure centrale de l'avion. Beaucoup moins lourds, ces matériaux permettent de considérables économies en carburant. Aucun avion n'a jamais utilisé autant de composites. Il est vraiment très particulier en termes d'économie grâce justement à son poids. Il consomme pour à peu près le même emport de charge, que ce soit des passagers ou des bagages. Il consomme environ 20% de moins qu'un Airbus 340 pour une capacité cabine comparable. Autre avantage majeur du carbone, il s'use beaucoup moins que l'aluminium. Sur un avion d'ancienne génération, un des pires ennemis, c'est l'humidité, la corrosion. Les composites ne corrodent pas. Si l'avion a une structure en composite, cela permet de baisser son coût de maintenance et d'augmenter sa durée de vie. Un avion en composite va durer jusqu'à 25 à 30 ans. Et même théoriquement, comme il n'y a pas d'usure, on pourrait imaginer qu'il vole encore plus longtemps, jusqu'à 50, 60, 70, 80 ans.
Une maintenance beaucoup moins coûteuse. Une révision complète d'un 747 nécessitait 40 000 heures de travail. L'inspection d'un Dreamliner n'en demande que 3 000. Le Dreamliner est l'avion le plus électrique jamais conçu. C'est ce qui le rend si léger et si écologique. Les systèmes électriques remplacent de plus en plus les anciens systèmes mécaniques et hydrauliques, pompes, tuyauteries. Au niveau technologique, il y a une grosse évolution puisque le 787 utilise énormément l'électricité pour tous les systèmes. On a par exemple un démarreur électrique, on a des freins qui sont électriques. Par rapport à avant où on avait des freins hydrauliques, un démarreur qui était pneumatique, et bien voilà, on utilise énormément l'électricité. Donc il y a beaucoup de générateurs, hein, il y a énormément de générateurs sur l'avion et l'électricité est utilisée un petit peu partout. Et pourquoi? Parce que c'est un gain de poids. Une nouveauté, dans chaque moteur se trouvent 2 générateurs. Des générateurs qui alimentent des unités de distribution de l'électricité, ici en jaune. L'électricité est ainsi utilisée pour les radars, le dégivrage des ailes, la pressurisation de la cabine et de très nombreuses fonctions. Les systèmes électriques font vraiment du 787 un avion extrêmement efficace et très écologique. Et pour des raisons de sécurité, tous les systèmes électriques du Dreamliner sont doublés. Autre défi, l'expérience passager. Quoi de plus important pour vous à bord que l'accès au Wi-Fi? Le visionnage de films dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, le responsable de ces nouveaux systèmes les teste en plein vol. On offrait sur nos Boeing 777 des écrans de 9 pouces, on est aujourd'hui sur du 11 pouces pour tous les passagers de la classe économique. Donc tout est effectivement entièrement tactile sur cet écran. Les passagers ont la possibilité de naviguer sur ces écrans comme on le fait sur un device, sur une tablette ou comme sur un téléphone aujourd'hui. On offre tout un tas de divertissements, y compris des applications telles que le chat. Il est possible de chatter entre passagers assis à différents endroits de l'avion. Mais en plein vol, comment avoir une connexion ultra rapide à Internet? Ceci a nécessité des installations dernier cri. L'élément central de la connectivité de l'avion, c'est cette bosse, en forme de ballon de rugby. Sa mise en place mobilise plusieurs mécaniciens, ingénieurs qui montent sur le toit de l'avion. C'est cette antenne qui va ensuite relayer toutes les connexions des passagers, télévision, mail. En vol, elle fera circuler chaque minute des centaines de mégaoctets de données en tout genre. Une nouveauté dans notre flotte, c'est l'incorporation du Wi-Fi à bord. Donc tous les 787-9 qui seront prochainement livrés seront équipés du Wi-Fi. Vous pouvez vous connecter en vol, faire vos emails, faire toutes les applications que vous souhaitez. Vous voyez ici, sur le dessus de l'appareil, au-dessus du F, là vous voyez une bosse et ça c'est l'antenne qui permet de se connecter avec le satellite. À partir donc de cette antenne, située en haut du fuselage, le 787 reçoit les signaux envoyés par les satellites. Des satellites qui relaient les données relayées depuis les antennes au sol. Ce dispositif permet une connexion permanente pour les passagers du Dreamliner. Nous offrons aujourd'hui la possibilité à ceux qui le souhaitent, aux clients qui le souhaitent, de pouvoir se connecter, de continuer à travailler dans l'avion, de pouvoir envoyer leurs emails, de pouvoir converser et dialoguer avec leurs amis ou leurs parents qui sont au sol. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie attente. C'est une première étape parce que d'ici 2020, nous aurons l'ensemble de la flotte long courrier d'Air France qui aura le Wi-Fi à bord. Mais ne vous y trompez pas. Cet accès Internet vous coûtera entre 5 et 20 €. Car cette technologie nécessite des investissements considérables dans le domaine spatial, l'équivalent de 500 000 € par avion. 5, 4, 3, 2, 1. Des fusées sont nécessaires pour mettre en place les satellites qui se trouvent à 36 000 km de la Terre. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui Boeing développe à marche forcée son secteur spatial. Et cela se compte en milliards de dollars. Le vol de convoyage touche à sa fin. Alors que le jour se lève, les passagers profitent d'une des nouveautés dont Boeing est le plus fier,
les hublots révolutionnaires du Dreamliner. Ah, c'est superbe. Les hublots sont très grands, ce qui permet d'avoir une vision vraiment importante sur l'extérieur. Les hublots sont énormes. C'est du jamais vu. Il n'y a aucun avion avec des hublots aussi grands. Et du coup, quand on s'assoit dans l'avion, on a un sentiment d'ouverture. On peut vraiment regarder l'horizon. Une attention toute particulière a été portée à la taille de ces hublots. Ils ont été agrandis de 30%. Mais ces hublots sont surtout équipés d'une technologie absolument inédite. Un système dit électrochromique permet de faire varier l'opacité du plexiglas. Une simple pression suffit pour changer la luminosité de la cabine. Les nouvelles technologies vont jusqu'au hublot. Il y a par exemple sur cet appareil la suppression des obturateurs traditionnels tels qu'on les connaît. Et à l'aide d'un petit bouton, on peut commander un système électrique qui va faire varier la couleur des cristaux et qui va opacifier le hublot afin d'avoir l'effet nuit en cabine. Comment une vitre en apparence banale peut-elle faire varier la lumière? C'est dans cette usine américaine que sont fabriqués ces hublots du futur. Première étape, enduire les vitres d'un gel spécifique. Un gel conducteur de courant électrique. Ces vitres sont ensuite manuellement contrôlées afin de vérifier que le gel conducteur est parfaitement appliqué. Elles sont ensuite découpées dans une forme ovale. Elles sont alors passées à travers des lasers pour garantir un zéro défaut. Dernière étape, 2 vitres sont assemblées. Entre elles, un fluide électrochromique est déposé. Un liquide qui fonce en fonction des impulsions électriques. Avant, pour obtenir l'obscurité totale dans un avion, on devait baisser les volets des hublots, ce qui peut paraître complètement obsolète une fois qu'on a visualisé les hublots du 787, parce qu'il y a une variation chromatique. Et il y a 5 variations chromatiques pour les passagers. Donc passer du jour à la nuit. C'est une révolution. Le client est enfin maître, je dirais, de l'intensité de la lumière qu'il souhaite faire passer au sein de la cabine. Et ça, c'est une vraie révolution technologique, d'une part, et puis en termes d'expérience et de vécu pour les clients. Autre intérêt de ce nouveau système, hôtesses et stewards n'auront plus besoin de vous déranger pour ouvrir les volets en plein vol. Les équipages peuvent dorénavant décider de la lumière qui entre dans l'ensemble de la cabine. Les personnels navigants commerciaux peuvent également contrôler tous les hublots de la cabine depuis leur poste de travail. L'avion est divisé en 3 zones, et gauche et droite. Donc ça fait 6 zones indépendantes. On peut choisir ces zones ou toute la cabine. Et de ce côté, on choisit le niveau d'éclaircissement du hublot. Donc 5 pour totalement obscurci et 1 pour totalement clair. Après 9 heures de vol, le premier 787 acheté par la compagnie française va se poser à Roissy-Charles de Gaulle. Bonjour à tous, j'espère que vous avez pu prendre quelques repos. On va bientôt débuter la descente. Je voulais vous faire part d'un petit peu de mon plaisir et de mon émotion sur ce vol de retour que j'ai pu partager avec vous. Au sol, sur l'esplanade face aux pistes, des dizaines de salariés de l'aéroport, des journalistes, des fans d'aéronautique découvrent le Dreamliner. C'est la première fois qu'un 787 d'Air France atterrit à Paris. Et ouais, c'est une première qui procure beaucoup d'émotions pour tout le monde, hein, pour tous les salariés. C'est assez rare comme événement. Il va arriver de ce côté-là. Là, on est sur les pistes. Il y a le toucher des roues. Ben, ça doit être celui-là. C'est lui.
cordialement pour ce beau voyage et cette belle expérience. C'est Serge Vito, un des commandants de bord formé depuis des mois pour piloter le nouvel appareil, qui a le privilège de hisser les couleurs de la France. C'est parti! Comme le veut la tradition, lors de l'arrivée d'un nouvel appareil dans la flotte, les pompiers baptisent l'avion. Bah, il fait pas très beau, mais c'est quand même magnifique. Il a fallu plusieurs centaines d'heures, voire milliers d'heures de réunions tout au long de ces années avec KLM, avec les différents fournisseurs pour préparer l'arrivée de cet appareil dans la flotte. Il faut bien sûr adapter l'ensemble de nos processus à ces nouvelles technologies. Dès l'atterrissage de ce vol de convoyage, un nouveau défi attend le Dreamliner. Il doit être prêt à décoller dans 15 jours pour le Caire. Et pas un de plus. Chaque jour d'immobilisation se compte en dizaines de milliers d'euros. Durant ces 2 semaines, nous allons vous faire vivre la prise en main de ce nouveau Dreamliner dans l'immense aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Nous allons suivre les mécaniciens, les pilotes, mais aussi les spécialistes aéronautiques, les VIP, qui vont apprendre à découvrir concrètement ce nouveau Boeing. Dès le lendemain, ce 787 est emmené dans les hangars de maintenance de l'aéroport. Pour les quelques mécaniciens qui ont eu le privilège d'être initiés à ce nouvel appareil, le jour est à marquer d'une pierre blanche. Bah tu vois, ils vont tous voir l'avion, c'est ce que je te disais, regarde. Bruno Charbonnel est mécanicien. Il a suivi depuis plusieurs mois une formation spéciale pour appréhender les techniques de maintenance du Dreamliner. Il y a un moment où tu te dis, je veux du concret, je veux vraiment le toucher, je veux vraiment le voir, et physiquement comment il est, quoi. Parce que c'est bien de le voir en image, c'est bien de le voir sur une télé, mais le voir physiquement, l'entendre, et puis le toucher, quoi. Dans 2 semaines, ce 787 est programmé pour son premier vol commercial. Mais que se passerait-il en cas d'incident, de panne moteur? Les mécaniciens n'ont que quelques jours pour parfaitement maîtriser la nouvelle machine. Mais aussi adapter ce Boeing aux règles spécifiques d'Air France. En particulier les normes de sécurité. Depuis que l'avion est arrivé, donc nous on adapte l'avion à nos normes à nous, c'est ce qui s'appelle le PDM, Post Delivery Modification. Donc on met tout à notre norme pour uniformiser la flotte Air France. Ce matin, Bruno Charbonnel doit remplacer les bouteilles d'oxygène de Boeing par celles d'Air France. Pour cet élément clé de la sécurité, rien ne doit être laissé au hasard. Donc là on vérifie la conformité, que ce soit bien la bonne. Ok, donc là, je peux l'installer. Ce sont les masques O2 en fait. On branche sur la bouteille directement pour que le passager puisse respirer. On prend, on branche sur la bouteille. Voilà. La personne respire dedans une fois qu'il est branché, que la bouteille est ouverte. Les bouteilles sont fermées bien sûr. Comme c'est la règle, toute opération est consignée et vérifiée 2 fois. C'est ce qu'on appelle, dans le vocabulaire aéronautique, la réitération. C'est quand même un bel oiseau et on l'aime beaucoup. Voilà, on est fiers de travailler dessus. Pendant ce temps, c'est Marc Mottet, le superviseur de toutes les opérations de maintenance, qui se trouve dans le cockpit.
Il doit vérifier la conformité de tous les logiciels et systèmes informatiques. Il le fait à l'aide du manuel du constructeur, des milliers de pages sur cette tablette. Une véritable bible pour les équipes de maintenance. Dans cette phase d'adaptation de l'appareil, aucun détail n'est négligé. On le sait peu, mais un avion s'abîme plus souvent au sol, à l'arrêt qu'en vol. Au moment du chargement et du déchargement des soutes à bagages, le moindre impact peut fragiliser la structure. Air France demande que toutes les parties fragiles de l'avion soient signalées aux gens qui interviennent. Que ce soit les gens du chargement, les gens de la maintenance, tous les gens qui vont intervenir dans la zone doivent savoir que cette partie-là est fragile et qu'ils doivent faire attention. Nous mesurons en suivant ces équipes que le risque zéro n'existe pas. Même après un vol unique entre Seattle et Paris, un avion n'est jamais à l'abri. En vol, même durant le premier vol, il peut y avoir de la casse. Il peut y avoir un impact sur une aile, on est obligé de vérifier. Un oiseau qui rentre dans un moteur, on appelle ça un FOD. Un Foreign Object Damage. Ce qu'il y a de plus dangereux, c'est qu'il rentre dans le flux primaire du moteur, dans le booster, et qu'il soit avalé vraiment par le moteur en lui-même. Même sur un avion neuf, tout peut arriver. Un engin de ce type est un puzzle de très haute précision, dont la mécanique est terriblement complexe. Et d'ailleurs, la mise au point des premiers modèles de 787 a rencontré de nombreuses complications. Lors de sa mise en service en 2011, Boeing a dû rappeler et clouer au sol plusieurs de ses appareils. Une immobilisation qui lui a coûté très cher. Les ingénieurs ont dû résoudre de nombreuses difficultés techniques. Des problèmes avec les freins électriques sur les nouveaux trains d'atterrissage, des soucis d'allumage sur les moteurs et de graves difficultés sur les batteries de l'avion qui chauffaient anormalement. Entre 2011 et 2013, l'ensemble des équipes à travers le monde s'est mobilisé pour résoudre les problèmes un à un. Pour vous faire découvrir un autre aspect de la préparation, nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de pénétrer dans 7 zones de Roissy-Charles de Gaulle. Comment les équipages se préparent-ils aux situations d'urgence sur les nouveaux appareils? Comment anticiper les accidents? C'est ici que sont formés les équipages. Une cabine identique à celle du Boeing est fixée sur d'énormes vérins hydrauliques. Ce simulateur de turbulence reconstitue des accidents possibles. Orage, trous d'air violents, amérissage sur une mer démontée, tous les scénarios sont testés par les pilotes. Aujourd'hui, c'est le commandant Serge Vito qui est venu superviser la formation des équipages du nouveau Boeing. On a la chance aujourd'hui d'avoir les premiers pilotes en formation 787, donc, qui sont en formation actuellement. C'est une partie de leur formation au sol, avant de partir à Londres, parce qu'ils partiront à Londres la semaine prochaine pour aller compléter leur formation au simulateur. On le sait peu, mais le feu est l'ennemi numéro 1 à bord d'un avion. Premier exercice donc, pénétrer dans cette cabine où est simulé un incendie. Deuxième étape, une fois le masque et les gants enfilés en urgence, être capable de maîtriser le foyer d'incendie en quelques secondes. Et là, tu fais un tour pour regarder, vérifier. Ok, c'est bon. Tu revérifies s'il n'y a pas de reprise de flamme.
C'est quelque chose qui est assez récent. On voit maintenant il y a de plus en plus de matériel électronique à bord, et en particulier des batteries au lithium. Et on a constaté des cas d'inflammation spontanée, en cas en particulier de choc. L'extinction de ces incendies de batteries au lithium est vraiment très spécifique, avec une procédure particulière qui consiste justement à refroidir l'appareil, à éteindre et puis ensuite à refroidir. L'information qui va être importante pour vous, d'accord ? Après les pilotes, c'est au tour des personnels de bord. Dans le jargon aéronautique, on parle des PNC, de subir l'épreuve du feu. Le poste, je t'écoute. Sur quel type de feu tu interviens? Et un feu d'appareil? Ici, le siège, c'est un feu électrique d'appareil électronique. Entendu, tu peux revenir vers moi. Sur le 787, l'accès au Wi-Fi incite à l'utilisation d'ordinateurs portables, de smartphones. Et on l'a vu, avec certains modèles, les risques sont réels. Hôtesse de l'air, steward, personne ne volera sans avoir réussi ces exercices et obtenu une certification. C'est la base de notre savoir, c'est justement l'entraînement. Plus on répète les procédures de façon théorique mais aussi de façon pratique, ça permet de s'approprier le geste et de savoir réagir en cas de problème à bord. L'écran tout en bas, et quand tu as mis le flot, tu lâches. Pendant ce temps, les futurs pilotes du Dreamliner poursuivent leur parcours. Le formateur détaille l'utilisation des kits d'urgence, en particulier ces nouvelles balises de détresse. On tire sur le bouton et on l'amène sur hélas, autotest, et ensuite c'est parti pour la localisation. Les spécificités justement du 787 consistent dans des nouveaux équipements de sécurité, et c'est l'occasion ici pour les pilotes et pour les PNC de les voir pour la première fois. La bouteille à box, concernant donc les luttes très légères, c'est la dernière génération de bouteilles ou deux. Concernant le masque, si vous devez administrer de l'oxygène à un bébé, on retire le flexible du sac et toujours en inhalation. Masque à gaz, extincteur, dans un feu avion, chaque seconde compte. En fait, c'est à chaque changement d'appareil, on refait un passage systématique ici pour revoir la manipulation de tous les équipements de secours. Parmi ces éléments, les gilets de sauvetage. Ils sont bien sûr testés sur les pilotes, ainsi que l'utilisation des feux de détresse. La dernière étape de la formation nécessite un échauffement préalable, indispensable pour limiter le risque de blessure. Il s'agit de l'exercice d'évacuation d'urgence. Il y a différentes hauteurs de toboggan, il y a différents toboggans, et en fait c'est fait pour représenter la hauteur des différents appareils. Celui-ci représente à peu près la hauteur d'évacuation d'un 777 ou d'un 787. Donc un pas en avant, voilà, bien vers l'avant. Un pas en avant, et bien vers l'avant. Ok, là on est à 0. Voilà. Nickel. En cas d'accident, les pilotes doivent être entraînés à ces exercices. Mais ce n'est pas tout. Imaginez qu'en situation d'atterrissage en catastrophe, d'amérissage en urgence, de feu cabine, les portes ne s'ouvrent pas immédiatement. Que se passerait-il si les toboggans ne se gonflaient pas dans l'instant? Au premier étage de cette salle ont été installées ces portes test. C'est ici que cette hôtesse de l'air, Stéphanie Torel, vient de terminer sa formation sur le nouveau Boeing. La sécurité des portes a été renforcée. Quand la porte est fermée, verrouillée, ici, il y a un témoin de verrouillage qui s'allume vert. Ça nous évite effectivement, vous voyez, en cas d'armement de cette porte ou fermeture, nous avons des témoins ici de part et d'autre sur la porte. Mais un témoin lumineux vert avec un verrou, c'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus clair pour nous effectivement.
Les personnels de bord disposent dorénavant de tablettes tactiles centralisant toutes les instructions pour manipuler ces portes modernes. Sur mon écran, je vous montre le témoin lumineux de verrouillage de la porte du 787. Comment garantir la fiabilité maximale des portes du Dreamliner? C'est ce défi que relève la société Latécoère à Toulouse, leader mondial de la fabrication de portes d'avion. C'est ici que sont conçues celles du Dreamliner, avec un seul mot d'ordre, la sécurité. Chaque porte fait l'objet d'une vérification ultra rigoureuse par les contrôleurs. Toutes les portes sont contrôlées à 100%. Donc voilà, là c'est une fermeture. Donc la fermeture, vous voyez, je n'ai pas besoin de forcer. Avec un doigt, voilà. Ce sont des contrôles qui sont répétitifs tous les jours, mais vous ne pouvez pas passer au travers, vous êtes obligé de les faire. Tout est carré, hein, de toute façon, on ne fait pas ça n'importe comment. Les premières étapes de l'assemblage se font à la main. Mais pour certaines tâches, nécessitant une précision chirurgicale, des bras robotisés prennent le relais. Ces machines sont équipées de lasers qui travaillent au dixième de millimètre près. Un mécanisme d'horlogerie pour tendre vers le risque zéro. La porte, c'est quand même un élément de structure, donc ça veut dire que si on a des rivets mal positionnés, des trous mal faits, une structure pas suffisamment robuste, eh bien, on pourrait générer un accident grave. Pour éviter tout accident grave, ces portes subissent des batteries de tests de résistance. Les mécanismes sont soumis à de véritables tortures. Objectif, s'assurer que la porte s'ouvre immédiatement en cas de nécessité. Ceci même si de la glace s'infiltre dans les mécanismes. Des tests réitérés des centaines de fois. Vous imaginez bien qu'en vol, une porte ne doit pas s'ouvrir. Par contre, la porte, c'est une issue de secours, donc cela signifie qu'en cas d'atterrissage forcé ou de n'importe quel problème, la porte doit être toujours capable de s'ouvrir. Il faut aussi vérifier que ces éléments sont parfaitement hermétiques. Le moindre espace, même millimétrique, serait catastrophique à 10 000 mètres d'altitude. À l'aide de ce miroir, chaque recoin est vérifié, ausculté manuellement. Ce technicien s'assure également qu'il n'y a aucun défaut sur la coque en composite. Chaque boulon est vissé au quart de tour près. C'est une fois seulement tout ce protocole respecté que la porte du Dreamliner peut être mise en boîte pour expédition. Direction, les États-Unis. Aéroport Charles de Gaulle, 5 h du matin. Nous sommes à J-7 du premier vol commercial à destination de l'Égypte. Le commandant Serge Vito et son équipage effectuent le rituel tour avion. C'est la règle, avant tout décollage, une dernière vérification. Il y en a deux devant, il y en a une électronique et puis une... Non, c'est celle-ci. Ah bon? Oui. Serge Vito va superviser le premier vol en conditions réelles pour les nouveaux pilotes du 787. Durant toute la journée, 5 équipages de pilotes vont se succéder aux commandes du Boeing. Pour cela, l'avion va effectuer ce que l'on appelle des boucles. Des allers-retours entre les aéroports de Châteauroux et de Vatry. À bord, bien entendu, nous retrouvons Bruno Charbonnel, le mécanicien formé au 787. Normalement, tu le lances. Ouais, normalement, tu le lances. Celui-là est temporisé, normalement c'est pour nous la maintenance. Ouais. Mais oui, mais là, vu qu'on a peut-être celui-là, ouais. Celui-là, c'est normal. Serge Vito explique une dernière fois le plan de vol du jour aux pilotes en formation.
Cela fait plusieurs mois qu'ils suivent une formation théorique. Mais c'est aujourd'hui seulement qu'ils vont être réellement aux commandes d'un Dreamliner. Comment vont-ils réagir? Vont-ils avoir les bons réflexes? Est-ce facile de passer d'un avion à un autre? Chaque machine est différente et il faut un entraînement à chaque machine. On ne peut pas passer de l'une à l'autre comme ça, il faut faire une qualification qui dure entre 1 mois et 2 mois, et ensuite avec des vols de familiarisation. Et on ne peut pas passer comme ça d'un avion à l'autre. C'est vraiment comme si on changeait d'une voiture à une autre, mais qui soit complètement différente. Une voiture qui file tout de même en moyenne à plus de 913 km/h. Et dont l'aérodynamisme très particulier provoque dans le cockpit de nouvelles sensations au commandant de bord. Très agréable à piloter, très fin, beaucoup plus fin que le Boeing 777, qui était une plus grosse machine, mais avec des commandes plus anciennes. Là, elles sont encore plus finement dosées, et donc le pilotage est très agréable. Ouais. Une heure après Charles de Gaulle, les pilotes s'entraînent à un atterrissage à Vatry. Le jour se lève à peine, et pourtant journalistes et passionnés venus de toute la région sont déjà là. Au sol, Serge Vito effectue la rotation des équipages. Sans même avoir ouvert ses portes, l'avion redécolle. Dans le cockpit, le nouvel équipage teste la puissance, les réactions du nouveau Boeing. Ce cockpit, les pilotes ont appris à le connaître, bien sûr. Ils ont passé une semaine à Londres pour voler dans ce simulateur. Les équipages s'y entraînent aux manœuvres les plus délicates. Commande de vol, réaction de l'appareil, tout y est plus vrai que nature. Le pilote à droite est accompagné à gauche de Thierry Bello, un commandant de bord instructeur. Yes, it's okay for Le simulateur, ça reste encore très théorique, hein, même si on arrive à pas mal de réalisme, mais d'être dans l'avion et puis d'être dans un environnement global et dans le monde réel, en fait, rien remplace le monde réel. Sur l'aéroport de Châteauroux, les pilotes s'entraînent tout particulièrement à la phase sensible de l'atterrissage. Une manœuvre qu'ils ont répétée longuement à Londres au simulateur. Dans ce simulateur, même si le vol est virtuel, la concentration est maximale pour cette phase d'atterrissage. Approach at Amsterdam, so we'll descend at 2000 feet, then we have a glide path of 3 degrees. C'est la phase critique. 100, 50, 40, 30, 20, 10. 3. Des exercices utiles. Ce jour-là, sur l'aéroport de Châteauroux, l'atterrissage se fait tout en douceur. Roissy-Charles de Gaulle. C'est la dernière étape avant le premier vol commercial. La compagnie organise un déplacement en avant-première pour les journalistes spécialisés et les passionnés. Mais comment ce public très exigeant va-t-il accueillir le nouveau modèle ? Un studio photo a été installé au pied de l'avion. Objectif, immortaliser ce moment pour tous les fans d'aviation venus découvrir le Dreamliner. Ce matin, il n'y a que des mordus. Je suis très content. C'est très impressionnant. J'ai toujours regretté de ne pas avoir fait le dernier vol du Concorde à l'époque, et là c'est un peu une façon de me racheter. Voilà. C'est un très bel avion, ça fait 3 ans qu'on l'attend, donc on est très content de l'avoir enfin en France. Alors que chacun veut sa photo devant le 787, les équipes au sol, elles, préparent l'avion. Au total, 300 passionnés ont réservé leur billet pour participer à ce vol test. Mesdames et messieurs,
bonjour, l'embarquement du vol Air France 787. Vol inaugural du Boeing 787 d'Air France va débuter en porteux M44. Pour ce vol inaugural, la compagnie s'est mise sur son 31. Air France sait que ce sont ses fans qui, sur Internet, sur les blogs spécialisés, vont donner le la. Ce sont eux qui, pour la première fois, vont faire l'expérience de ce nouveau Boeing. Ils vont découvrir dans les conditions réelles cet avion qu'ils attendent. La nouvelle cabine et ses sièges plus larges, notamment en premium economy. Ses hublots interactifs, 30% plus grands. Et ses écrans tactiles haute définition de la taille d'une tablette. Vérification finale, tout est sous contrôle. Les stewards, les hôtesses font leur dernière mise au point. Dans le cockpit, tous les systèmes sont prêts et vérifiés. Aujourd'hui, le Dreamliner va juste effectuer une boucle autour de la France. 8 heures, l'avion décolle. Puissance des moteurs, confort du vol, ceux que l'on appelle dans le jargon les avgeeks, c'est-à-dire les dingues d'avion, vont tout passer au scanner. Ça passe bien ? L'équipage est bien sûr aux petits soins avec ses passagers qui ont payé plusieurs centaines d'euros pour être là. Et visiblement, ils ne le regrettent pas. Cet avion est très agréable. Les sièges sont mieux, les hublots aussi. Mais c'est surtout la qualité de l'air qui est bien meilleure. Un air plus agréable ? Moins de maux de tête ? Moins de pression ? C'est en effet une autre innovation sur le 787. Il y a moins cette sécheresse classique des avions plus anciens. On a une sensation de bien-être. Voilà, pas cette sensation un petit peu désagréable qu'on peut ressentir dans les avions plus anciens. Un air plus respirable. Obtenir cette sensation a nécessité des années de recherche et développement. Le système de pressurisation a été entièrement repensé. Dans les avions d'ancienne génération, en volant à 10 000 mètres d'altitude, vous respiriez en fait une atmosphère correspondant à une altitude de 2400 mètres environ. Le 787, lui, tout en volant à 10 000 mètres, vous offre une atmosphère correspondant à une altitude de 1800 mètres. Le 787 est un avion qui permet d'éviter tous les désagréments qu'on pourrait avoir sur certains types d'avions. Typiquement, le fait d'avoir les yeux qui piquent parce qu'on a l'air qui est très sec. On est moins fatigué à l'arrivée. On le ressent effectivement au niveau du visage, les traits moins tirés, et puis une sensation un peu plus agréable. Au cours du vol, une autre sensation transparaît. Les passagers, même debout dans la cabine, sont frappés par la trajectoire très fluide du Dreamliner. Il y a un système qui atténue les turbulences. Et vous remarquerez que c'est très confortable. Cette stabilité est rendue possible par une nouvelle technologie. Son nom, le Smooth Ride. Le 787 est équipé d'une batterie de capteurs qui détectent les turbulences. Ces données sont directement transmises aux commandes de vol. Des commandes de vol qui s'ajustent alors automatiquement pour compenser ces turbulences. Résultat, le 787 encaisse beaucoup mieux les trous d'air et les conditions extrêmes. Le système des commandes de vol est équipé d'un atténuateur de turbulence. En fait, les commandes bougent toutes seules, sans qu'on soit informé même au cockpit, de façon automatique, et ce qui permet d'atténuer les turbulences, qu'elles soient dues à des rafales horizontales ou des rafales verticales. Et ça va permettre de réduire les turbulences en vol et d'améliorer le confort pour le passager. Dans la cabine, ce qui surprend également, c'est la quasi-absence de bruit. En vol et à plein régime, le bruit du moteur est à peine audible.
Pour cela a été inventée une technologie appelée SmackSonic. Des dizaines de petites plaques d'aluminium et de caoutchouc sont collées à l'intérieur du fuselage. Objectif, absorber les vibrations du carbone qui résonnent beaucoup. La cabine est vraiment calme. Là, on a vraiment un niveau sonore qui est très bas, ce qui permet du coup un confort. On peut discuter avec ses voisins sans pour autant élever la voix parce qu'on n'est pas trop gêné par le bruit. Fluidité, aérodynamisme. Dans le cockpit, les pilotes partagent leurs expériences. Il est 12h30, l'heure de retrouver Roissy-Charles de Gaulle. Merci beaucoup, à très bientôt, merci. Merci d'avoir partagé ce plaisir. Merci. Ce matin à Roissy, c'est le jour J. Après 2 semaines de préparation, tout semble en ordre pour le nouveau Boeing. Le 787 doit décoller dans 42 minutes. Direction Le Caire. C'est son premier vol commercial. Cyril! Ces agents de piste ont été briefés sur la fragilité de la structure en carbone. Ils prennent toutes les précautions. Là, il faut que tu montes les sécu là, sinon tu vas taper là-bas. Ils t'ont expliqué ça? Envoie! Il ne faut surtout pas le toucher. Si jamais un engin vient en contact l'avion, même légèrement, il va y avoir des dégâts, mais intérieurs, ça ne se verra pas à l'œil nu. La pièce va revenir à sa place. Même nous, en faisant le tour avion, on verra qu'il n'y a rien, mais de l'intérieur, les dégâts seront à l'intérieur. Entre l'avion et le bout du loader, laissez entre 5 et 10 cm. Surtout pas plus près. Surtout que l'avion arrive à bouger, s'il y a du vent, pendant qu'on le charge, tout ça, il faut vraiment que rien ne soit au contact de l'avion, aucun engin. Voilà, vas-y, envoie-le. Sur le 787, il faut que chaque conteneur, chaque palette soit verrouillée. Même si bien sûr, rien ne se passe exactement comme prévu. Sors-le Alain. Ah, ça bloque sur le rail. Attends. Putain. C'est bon. Nous sommes à 20 minutes du décollage. L'avion effectue son chargement de kérosène. Les équipages arrivent sur place, avec en tête bien sûr Serge Vito. C'est la dernière pièce à l'édifice de l'entrée en service du 787 aujourd'hui, puisqu'il rentre pour la première fois sur une véritable ligne commerciale. Et voilà, donc c'est vraiment le point d'aboutissement, le point final de tout un projet. Et voilà, donc je suis encore très content d'être là aujourd'hui. Pour le commandant de bord, c'est l'heure d'une ultime vérification. C'est un dernier, ce qu'on appelle le tour avion, la dernière vérification de technique avant le départ pour ce qui nous concerne. Donc on surveille qu'il n'y ait pas d'impact en particulier. L'avion est prêt. 2 pistards vont aider l'appareil à quitter sa position de stationnement. Il communique avec le commandant de bord grâce à un casque micro relié directement au cockpit. L'avion est en position, le repousseur se dégage. Et le pistard peut se déconnecter.
Il brandit au pilote ce ruban rouge de sécurité, signale que tout est OK. Le 787 s'éloigne pour prendre son envol. Suivre l'arrivée de ce nouvel avion au sein d'une compagnie a été une aventure extraordinaire. Un voyage unique de Seattle à Paris. Il va arriver de ce côté-là. Là, on est sur les pistes. Il y a le toucher des roues. Ben, ça doit être celui-là. Un moment unique qui a marqué les esprits. Ingénieurs, mécaniciens, chefs de projet, personnel navigant et bien sûr, les pilotes. Même si on a presque 30 ans de carrière, à recevoir un nouvel avion, c'est toujours une grande émotion, je dirais. C'est une aventure extraordinaire et ça arrive presque qu'une seule fois dans la vie d'un pilote, donc on en savoure chaque instant. Le Boeing 787 porte bien son surnom, le Dreamliner, car c'est un avion qui fait rêver. Un moteur innovant, une aérodynamique unique, un cockpit intelligent, un fuselage en fibre de carbone, léger et très résistant, des hublots modernisés grâce à une technologie futuriste, le 787 est un cocktail d'innovation et le monde entier se l'accapare. Cet exemplaire a été habillé par une compagnie japonaise aux couleurs de Star Wars. Une originalité qui fait rayonner le nouveau Boeing à travers le monde. Au total, le 787 a déjà fait voyager 145 millions de personnes. 67 compagnies ont commandé 1207 exemplaires du Dreamliner. Le 787 est donc un symbole de modernité. Il nous rappelle les progrès accomplis en seulement quelques décennies. Cet avion est devenu une icône et sa carrière ne fait que commencer.